Bon, d'abord, je remercie les organisateurs, Olivier Debar et Cyril Imbert, pour me donner l'occasion de faire cet exposé. Donc, je vais parler de théorie du contrôle. Et le plan de l'exposé est ici. On va d'abord présenter ce que c'est qu'un système de contrôle. Ensuite, on donnera quelques résultats sur deux problèmes importants. Le premier, c'est le problème de la contrôlabilité. Et le deuxième problème, c'est le problème de la stabilisation. Donc, il y aura des résultats essentiellement sur les équations différentielles ordinaires et un peu sur les équations aux dérivées partielles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système de contrôle? Eh bien, c'est un système dynamique. Donc, un système dynamique, c'est y point c'est dy sur dt égale f de y. Mais la nouveauté, c'est qu'on a un contrôle sur lequel on peut agir. On peut agir sur ce système dynamique, c'est y point égale f de y. Et maintenant, u, c'est une fonction, souvent du temps, que l'on va choisir de façon à réaliser certains objectifs. Donc typiquement, vous avez une voiture, vous tournez le volant, c'est un contrôle, vous appuyez sur l'accélérateur, c'est un autre contrôle. Et donc vous avez une dynamique sur laquelle vous allez pouvoir agir grâce à ce contrôle. Et une trajectoire du système, c'est justement une solution, comme une trajectoire d'un système dynamique, mais là il y a le U en plus. Donc c'est un couple YU qui est solution de y point égale f de y et de u, les deux étant dépendants du temps. C'est y point de t égale f de y de t et u de t. On va donner des exemples. L'exemple traditionnel, c'est le pendule inversé sur le chariot. Donc on a un chariot qui se déplace sur une ligne. Et au-dessus du chariot, il y a un pendule inversé. Donc c'est une barre avec une masse au bout. Et cette barre peut pivoter autour du point C, librement autour du point C. Et le contrôle, c'est la force qu'on applique au chariot. Donc on va mettre ça sous la forme y point égale f de y et de u. Alors là, vous voyez en fait, donc il y a la position du chariot, xi, l'angle que fait la barre avec la verticale, c'est θ, mais il y a aussi évidemment la vitesse angulaire, θ point, et xi point. Si on veut écrire ça sous la forme y point égale f de y et de u, l'état, le y, il est de dimension 4, il comprend xi point, θ et θ point. Et le contrôle, par contre, il est de dimension 1, c'est la force appliquée au chariot. Donc la dynamique, donc on introduit ces variables y1, y2, y3 et y4, et ensuite il y a la modélisation, c'est f égale m gamma, et bien ça nous donne y point égale f de y et de u, où f, c'est ce qui est marqué sur l'écran. Voilà, donc on a un exemple, vous voyez le contrôle, il apparaît ici et ici. Y point égale f de y et de u. Donc la mécanique, c'est des cas où la modélisation est souvent très simple, mais évidemment il y a des cas où la modélisation, par exemple en biologie, en économie, la modélisation est plus problématique en fait. C'est pas toujours simple d'écrire ça sous la forme y point égale f de y et de u, mais en mécanique on sait faire ça depuis longtemps. Donc un autre exemple, c'est un satellite, c'est le satellite Spot 5, et on va s'intéresser à l'orientation du satellite. Donc les contrôles, ce sont les couples qu'on applique au satellite grâce à ces petites fusées. Donc l'état du système, il va être de dimension 6, il y a l'orientation du satellite, ça fait 3 angles de l'air, et la vitesse angulaire du satellite, ça fait 3 nouvelles composantes. Donc eta et oméga. Ensuite, J, c'est la matrice d'inertie du satellite, et on introduit les contrôles. Donc les contrôles, ça va être UI fois BI. BI, c'est la direction du couple, et UI, c'est l'intensité du couple que l'on applique au satellite dans la direction BI. Et donc ça prend la forme suivante. Là, de nouveau, c'est un système mécanique, on sait mettre les équations en forme facilement. Donc c'est l'équation 1, oméga point égale J-1 S de oméga J oméga, plus la somme des UI J-1 de BI. Et eta point égale A de eta oméga. Grosso modo, évidemment, l'orientation du satellite, c'est l'intégration de la vitesse angulaire. Et la matrice S, elle est marquée ici, et A, on le voit en bas.
Donc de nouveau, y point égale f de y et de u. Là, le y, l'état du système, il est de dimension 6. Le contrôle, il est de dimension m. Un autre exemple, c'est une poussette. On va regarder la poussette vue de dessus. Malheureusement, je crois que ça va couper ici. Donc, on a le milieu de l'essieu arrière, y1, y2, ça fait deux composants, ça fait partie de l'état. Et l'orientation de la poussette par rapport à une direction fixe, c'est y3. Alors, les roues d'une poussette, les roues avant, ce sont des roues folles. Elles peuvent pivoter librement comme indiqué sur la figure. Mais les roues arrière des poussettes ne sont jamais des roues folles, en fait. Je pense que c'est pour des problèmes de sécurité. Alors que, par exemple, pour les caddies de supermarché, où on a un système un peu similaire, les roues arrière sont des roues folles et c'est beaucoup plus facile, évidemment, à piloter avec des roues folles à l'arrière. Donc, les équations, elles sont marquées là, mais on ne les voit pas. C'est y1 point égale u1, cosinus y3, y2 point égale u1 sinus y3, et y3 point égale u2. Donc, les deux contrôles, bien, le u1, vous poussez la poussette dans la direction de la poussette, et ensuite, le u2, c'est vous appliquez un couple. C'est un modèle très simplifié, en fait, parce que là, on fait comme si on commandait les vitesses, alors qu'évidemment, ce n'est pas les vitesses qu'on commande, mais c'est les forces. Mais ça donne déjà une bonne idée des possibilités. Donc là, l'état est de dimension 3 et le contrôle est de dimension 2. Un système maintenant modélisé par des équations et dérivées partielles. On a un bac d'eau, donc il est monodimensionnel, et le contrôle, c'est la force qu'on applique au bac d'eau. Alors donc dans ce bac d'eau, dans ce bac, il y a de l'eau. Donc là, on va modéliser à l'aide d'une équation aux dérivées partielles. On va introduire, donc c'est un modèle qui est dû à Saint-Venant. Dans ce modèle, les points qui sont sur la même verticale ont à peu près la même vitesse horizontale, notée V. Donc V, il dépend du temps, bien sûr, et aussi de la position par rapport au bord du chariot. Et cette vitesse, elle est prise par rapport au chariot, de sorte que la vitesse est nulle sur les deux bords. Et h de t et de x, c'est la hauteur d'eau au temps t et au point x. Et maintenant, on a affaire à une modélisation par des équations aux dérivées partielles, puisqu'évidemment, maintenant, par exemple, la hauteur d'eau, c'est une fonction, ça n'est pas un état de dimension finie. Au temps t, c'est une fonction qui dépend de x, donc on a affaire à quelque chose qui est maintenant en dimension infinie. C'est une fonction au lieu d'être un point de Rn. Donc les équations sont ici, dh sur dt, la dérivée partielle de h par rapport au temps, plus d sur dx du produit hv est égal à 0, ça c'est juste la conservation de la masse. Et ensuite, il y a f égale m gamma qui vous donne dv sur dt plus d sur dx de gh, g c'est l'accélération de la pesanteur, comme d'habitude, plus v2 sur 2 égale moins u de t. Donc le u de t, de nouveau, c'est le contrôle. Je triche un petit peu en disant que le contrôle, en fait, c'est l'accélération du bac, alors qu'il faudrait mettre la force appliquée au bac. Et on s'intéresse aussi évidemment à la position du chariot et à sa vitesse. Donc sa vitesse, c'est s point égale u de t, et d point égale s de t. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la vitesse v, c'est la vitesse par rapport au bac. Donc la vitesse est nulle sur le bord du bac. Donc là, on a affaire à un système modélisé par une équation aux dérivées partielles. L'état est de dimension infinie. Ici, le contrôle est de dimension finie, mais ça pourrait être aussi de dimension infinie. Il y a beaucoup d'exemples où c'est aussi de dimension infinie. Et voilà un exemple où l'état est de dimension infinie et le contrôle, lui, est de dimension finie. Évidemment, plus l'écart entre les deux dimensions, l'état et le contrôle est grand, et plus c'est difficile à contrôler en principe. Donc ici, là, l'écart est infini. Donc ici, c'est une représentation c'est un buste barré de Saint-Venant, en fait. Et le point important, c'est plutôt sur la partie droite. C'est qu'on dit souvent que passé 40 ans, c'est un peu terminé pour les scientifiques. Ils ont fait leur meilleur boulot. Et là, Saint-Venant a donc trouvé les lois qui portent son nom, alors qu'il était âgé de 74 ans. Donc quelque chose que je trouve de plus en plus encourageant. Il reste encore un peu de... Oui, c'est ça.
Alors ça, on peut aussi l'appliquer, en fait c'est plutôt, ces équations sont faites effectivement pour décrire le mouvement dans des rivières, en fait. C'est dans des rivières pas trop profondes, en fait. Il faut dire que le problème a été posé à Pierre Rouchon, en fait, par la société Tetra Pak, qui s'est intéressée au problème suivant. Donc, vous savez, ils mettent en briques, en fait, le lait, d'accord. Et donc, ils voulaient... il s'avérait qu'avec leur chaîne, en fait, ils mettaient le lait dans la brique, et la brique était encore ouverte. Ensuite, ils déplaçaient la brique, ils voulaient refermer, coller, et voilà. Mais il s'avérait que pendant le déplacement de la brique, en fait, il y avait un peu de lait qui sortait, et c'était embêtant. D'abord, il y avait du lait qui était perdu, puis aussi, en fait, ça collait mal, en fait. Donc, ils voulaient essayer de trouver un mouvement de la brique dans la chaîne qui fasse que le lait ne monte pas trop dans la brique au cours du déplacement. Mais en fait, il faut dire que ces équations de Saint-Venant, elles ne marchent qu'en eau peu profonde, c'est-à-dire uniquement quand la brique contient un peu de lait, ce qui ne les intéressait pas trop. Mais en fait, après, on a appliqué ce qu'on a trouvé sur la rivière la Sambre en Belgique. Donc, c'est les mêmes équations, sauf évidemment, il n'y a pas le U de T. On ne peut pas déplacer, on ne déplace pas la rivière, mais il y a en fait, le contrôle se passe aux portes. Donc les portes, vous voyez, il y en a 8. Et voilà, c'est une porte ici qui est en réparation, la porte de droite. Et le mouvement, le contrôle, c'est le mouvement de la partie haute de la porte qu'on appelle la lèvre. En fait, il y a des différents types de portes. On peut aussi faire passer l'eau en dessous de la porte en montant plus ou moins la porte. Donc ça, ce qu'on a vu, c'est cette partie par deux. Il faut que je change le nom, en fait. Et c'est cette partie-là qu'on a regardé ensemble. Alors, deux problèmes importants. On a d'abord le problème de la contrôlabilité. Ensuite, on va parler du problème de la stabilisation. Donc, le problème de la contrôlabilité, il est tout à fait naturel. On se demande, on a deux états, Y0 et Y1. Et on se demande si on peut passer de Y0 à Y1 en choisissant bien le U. Le U de T, évidemment, qui doit dépendre de Y0 et de Y1. Donc c'est ça la question. On se donne deux points Y0, deux états, Y0, Y1, et on veut aller du premier état au second état à l'aide d'un U de T que l'on choisit. De nouveau, le contrôle, c'est nous qui le choisissons. Évidemment, il va dépendre de Y0 et de Y1. Donnons quelques exemples. Par exemple, ici, on a notre bac d'eau. Au début, il y a des vagues dans le bac d'eau. Et on veut, en déplaçant le bac de façon convenable, on veut arriver à la même position, mais on veut qu'il n'y ait plus de vagues. On veut détruire les vagues en bougeant le bac. Un autre problème qui était plutôt proche de celui de Tetra Pak, c'est-à-dire que le bac est à une certaine position, et on veut déplacer le bac pour arriver à une autre position, mais de sorte que quand on arrive à la nouvelle position, l'eau soit de nouveau au repos. Donc c'est de nouveau un problème de contrôlabilité. Là, donc le U, c'est un U de T qui dépend de Y0 et de Y1. Le problème de la stabilisation, maintenant, on verra plus tard, mais j'en parle déjà dès maintenant. Donc on a cet équilibre, et cet équilibre est instable en fait. Visiblement, la tige, soit elle va passer à droite, soit elle va tomber à gauche. Soit elle tombe à gauche. L'équilibre est instable. Si on ne fait rien, la barre tombe en fait. Mathématiquement, évidemment, on peut dire c'est un équilibre, c'est-à-dire si on démarre avec y égale à 0, si on met le contrôle égal à 0, on devrait rester à 0, mais dans la pratique, ce n'est pas ce qui se passe parce que l'équilibre est instable. Et ce qu'on veut, c'est on va appliquer un contrôle, mais cette fois-ci, il va dépendre de y, de sorte que l'équilibre instable devienne stable. Donc il y a une petite animation. Malheureusement, c'est coupé ici. Il n'y a pas moyen d'arranger ça. En fait, donc le chariot, il est en bas et il se déplace. On ne le voit pas malheureusement. Et là, c'est un double pendule inversé. C'est deux barres l'une au-dessus de l'autre qui peuvent pivoter. Il y a deux axes de rotation au niveau du chariot et aussi à ce point-là. D'accord ?
Vous voyez, donc la machine arrive à le stabiliser. Vous voyez à la fin, donc la barre, on ne la voit même pas bouger en fait. Elle bouge un petit peu, mais c'est tellement précis qu'on ne voit pas bouger les barres en fait. Alors il est important évidemment dans ce cas-là, le U il va dépendre de Y. Dans cette expérience, on mesure très peu de choses. En fait, le Y il est de dimension 6 en fait. Là, il y a la position du chariot, sa vitesse, l'angle que la première barre avec la verticale et sa vitesse angulaire, l'angle que fait la seconde barre avec la verticale et sa vitesse angulaire. Donc ça nous fait un état de dimension 6 pour un contrôle de dimension 1. Et en fait, on ne fait des mesures, on ne mesure que deux choses. On mesure la position du chariot et l'angle que fait la première barre avec la verticale. On ne mesure ni les vitesses angulaires ni la vitesse du chariot et on ne mesure rien en fait sur la deuxième barre. Et bien tout de même, on arrive à stabiliser le système. Bon, nous, on n'est pas, l'être humain, il n'est pas capable de faire ça. Mais il peut se rabattre sur ce que fait James Stewart dans le film Vertigo, en fait, sur Sueur froide. Donc, il est, enfin, je crois qu'il a une jambe dans le plâtre, plus ou moins. Enfin, je me souviens plus trop, en fait, mais il est blessé. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, il a une canne au-dessus de son doigt. Et il va faire l'expérience du balai qu'on fait tenir au-dessus de son doigt. Voilà, donc ça c'est de nouveau, c'est un problème de stabilisation. En fonction de ce que James Stewart observe, il bouge son doigt. Et vous voyez d'ailleurs en fait, qu'il regarde le haut de la canne, c'est là où l'information est la meilleure en fait. C'est peut-être là aussi, le danger vient peut-être aussi de là en fait. Mais, donc il ne regarde pas son doigt, mais il regarde le haut de la canne. C'est là où il y a du contenu. Alors en fait, ça ne se termine pas très bien, donc parce qu'il se fait mal au dos en fait. D'accord. Donc si vous faites l'expérience, attention. Alors on va regarder d'abord la contrôlabilité des systèmes de dimension finie. Ensuite, on dira un petit mot pour les équations différentielles, mais on ne va pas trop insister. Et après, donc, on passe au problème de la stabilisation. Donc, contrôlabilité des systèmes de dimension finie. Donc, là, c'est y point égale f de y et de u. Y, il est dans Rn, disons. N, c'est la dimension donc, de l'état. Et le contrôle u, il est dans Rm. Alors, les systèmes les plus simples, évidemment, sont les systèmes linéaires. Y point égale AY plus BU. Et donc, ça a été résolu dans les début des années 60 par Kalman. Donc là, la contrôlabilité, bon, on va donner peut-être une définition précise. On se donne un temps grand T et on dit que y point égale à y plus bu est contrôlable si quel que soit y0 et y1 dans Rn, on peut trouver un u disons, qui est continu de l'intervalle 0t à valeur dans Rm, tel que si on démarre de y0 au temps 0, qu'on utilise ce contrôle, c'est-à-dire qu'on a y point égale à y plus bu, alors au temps grand T, on est en Y1. Donc on dit que le système est contrôlable si ce problème a toujours une solution. Donc c'est contrôlable sur l'intervalle 0T, 0 grand T. Et le résultat, c'est que le système il est contrôlable sur l'intervalle 0 grand T si l'espace vectoriel engendré par les a à la puissance i bu, où u est dans Rm, i il est compris entre 0 et n-1, et bien ça vaut Rn tout entier. Donc c'est un critère algébrique. Il faut voir qu'effectivement la théorie du contrôle, ça utilise, bon là c'est l'algèbre un peu élémentaire, mais ça peut utiliser de l'algèbre beaucoup plus sophistiquée. La théorie du contrôle, ça se situe vraiment à l'intersection, enfin ça utilise de l'algèbre, de la géométrie et de l'analyse, c'est vraiment un spectre très large. Par exemple ici, on peut voir pourquoi est-ce qu'on s'arrête à n-1 et qu'on ne prend pas à n. Eh bien simplement parce qu'avec Cayley Hamilton, on sait qu'on peut exprimer à n à l'aide des AI avec i qui est plus petit ou égal à n-1. Donc ça ne sert à rien de continuer. On n'ira pas l'espace vectoriel ne va pas augmenter. Donc on s'arrête à n-1 et on a le critère de la contrôlabilité. Un critère qu'on peut, enfin justement, on peut donner. L'intérêt aussi de la théorie du contrôle par rapport, c'est qu'on peut donner, c'est quelque chose finalement, il y a des choses assez élémentaires, comme par exemple typiquement on pourrait donner à des élèves de SUPSP, en fait, bon évidemment il faut les aider, mais
on peut de montrer ce critère-là, en fait. Alors, ce critère, il ne dépend pas du temps grand T, mais ça, c'est une propriété assez remarquable. Ce n'est pas uniquement la linéarité, c'est la linéarité et la dimension finie. Il y a des systèmes modélisés par des équations aux dérivées partielles qui ne sont pas contrôlables si le temps est trop petit, mais qui deviennent contrôlables dès que le temps est assez grand. Et c'est le même problème par rapport à la linéarité, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui sont en dimension finie, qui eux sont non linéaires et qui sont contrôlables si le temps est assez grand, mais qui ne sont pas contrôlables si le temps est trop petit. Donc ça, c'est un phénomène relativement remarquable qui n'a rien d'intuitif en fait. Si vous pouvez contrôler en 1 million d'années, vous pouvez contrôler en 1 seconde. Alors maintenant, on va s'intéresser aux systèmes non linéaires. En fait, il faut voir que les systèmes linéaires, évidemment, il y en a très peu, mais les systèmes linéaires vont donner des informations très intéressantes sur les systèmes non linéaires par le procédé de linéarisation. En fait, comme quand on a une application de Rn dans Rp, on suppose que phi de 0 est égal à 0. On veut savoir si phi est localement surjective. On regarde phi' de 0, et si phi' de 0 est localement surjective, alors phi de x, l'application phi, est localement surjective grâce au théorème d'inversion locale. Donc, on a des renseignements très précis sur des systèmes non linéaires à l'aide d'approximations par un système linéaire. C'est ça qu'on veut utiliser. Donc, on va d'abord introduire quelques définitions. On a notre système y point égale f de y et de u, et on dit qu'on a un point d'équilibre si f de y ue est égal à 0. Et on va s'intéresser à la notion de contrôlabilité locale en temps petit. Donc il y a plusieurs notions, il y a local en temps grand, etc. Il y a global, il y a beaucoup de notions. Nous, on va prendre celle qui est la propriété qui demande le plus, en fait, c'est-à-dire que ça sera en temps petit. Et donc c'est une propriété qui a été très étudiée et qui se résume ainsi. On a notre point YE, on demande que quelle que soit la boule rouge, c'est la boule centrée en YE et de rayon epsilon, il existe une boule plus petite, la boule bleue, de centre YE et de rayon eta, tel que si on a 2 points dans la boule bleue, dans la petite boule donc, on peut trouver un contrôle U de t qui nous permet de passer du premier point au second point en un temps qui est petit, qui est le temps epsilon. Epsilon, il est toujours petit. Et U de t moins UE, en norme, il est aussi plus petit qu'epsilon. Donc finalement, si vous voulez, tout est petit, en ce sens que si YE vaut 0 et UE vaut 0, le U, il est petit, et le Y va rester petit aussi, en fait. Eh bien, cette notion, qui est pourtant simple, on ne connaît pas en fait de critères nécessaires et suffisants. On a des résultats partiels, je vais en présenter quelques-uns. On a un résultat justement d'abord en regardant le linéarisé. Donc, on fait une approximation, on suppose que Y c'est YE plus grand Y est petit, U c'est UE plus grand U, et on fait un développement à l'ordre 1 de la dynamique. Donc ça nous donne l'équation Y point égale AY plus BU, avec A et B qui sont donnés sur l'écran. A, c'est la dérivée de f par rapport à YE prise en YEUE, et B, c'est la dérivée partielle de f par rapport à U prise en YEUE. Donc on a maintenant un système linéaire. Et un peu comme le théorème que j'ai rappelé sur les applications surjectives, localement surjectives, en utilisant le théorème d'inversion locale, on peut démontrer... oui, là il y a d'abord un exemple. Attendez. Oui, c'est ce théorème-là, il est coupé, c'est pour ça que j'étais un peu perdu. En fait, donc justement, si le linéarisé est contrôlable, le théorème d'inversion locale nous dit en fait que le système non linéaire, lui, est localement contrôlable en temps petit. Donc c'est un théorème aussi qui peut paraître assez simple, mais en fait qui sert énormément. En fait, c'est la première des choses à faire quand on veut étudier un système, qu'on a un point d'équilibre, on veut regarder s'il est contrôlable, on calcule son linéarisé, on voit si le linéarisé est contrôlable. Et si le linéarisé est contrôlable, effectivement, le système non linéaire est localement contrôlable en temps petit. On fait, voilà un exemple, c'est Y point, on revient en fait à l'exemple du chariot, avec la barre au-dessus. On calcule A, on calcule B. A et B sont marqués ici, sur l'écran. On vérifie le critère.
l'espace vectoriel engendré par les AIBU. Ici, I est compris donc entre 0 et n-1, ici n c'est 4. Et on voit que le critère est satisfait. Donc le système linéarisé contrôlable. Donc le système non linéaire, lui, est localement contrôlable en temps petit. Mais évidemment, on ne s'attend pas à ce que cette condition suffisante de contrôlabilité locale soit une condition nécessaire. Hein, si on rappelle par exemple l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on a une application phi de Rn dans Rp, avec phi de 0 qui vaut 0. Si phi' de 0, qui est une application linéaire, est surjective, alors l'application phi est localement surjective. Mais cette condition suffisante pour avoir quelque chose de localement surjectif n'est pas du tout nécessaire. Si on prend y donne y3, par exemple, si on fait le linéarisé, c'est y donne 0, qui n'est pas surjectif, mais y donne y3, par contre, est localement surjective, même globalement. Donc cette condition suffisante pour la contrôlabilité, on ne s'attend pas du tout à ce qu'elle soit nécessaire. Et effectivement, ah oui, il y a d'abord le cas du satellite. Donc on fait le satellite, le linéarisé, il est là. Donc quand m, justement, donc ça c'est un exemple, quand m vaut 3, ou supérieur à 3, eh bien le linéarisé est contrôlable, donc on en déduit que le système non linéaire est localement contrôlable. Mais quand m vaut 2, le critère, il n'est pas satisfait, et donc dans ce cas-là, on ne peut rien déduire en fait, quant à la contrôlabilité locale du système en temps petit. Donc ça ne donne rien, ce test linéaire, quand m vaut 2. Mais voilà un autre exemple aussi où ça ne donne rien. Donc on reprend la poussette, hein. Les équations maintenant elles apparaissent, c'est y1 point égale u1 cosinus y3, y2 point égale u1 sinus y3, et y3 point égale u2. On fait linéariser en 0, 0, qui est le point d'équilibre. Et donc ça veut dire qu'on fait un développement limité à l'ordre 1. Donc ça nous donne y1 point égale u1, ça c'est parfait, hein, parce qu'on fait avec u1, on fait ce qu'on veut de y1. Mais pour y2, ça ne va pas du tout, parce qu'on avait u1 sinus y3, donc quand on fait le développement à l'ordre 1, ça disparaît, ça fait y2 point égale 0. Y3 point, il est bien, par contre, ça fait u2. Mais vous voyez, y2 point, il vaut 0, donc vous ne pouvez pas changer y2. Mais si vous ne pouvez pas changer y2, évidemment, le système n'est pas contrôlable. Il ne vérifie pas non plus la condition sur l'espace vectoriel engendré par les AIBU. Mais on voit tout de suite qu'il n'est pas contrôlable, puisqu'on ne peut pas changer y2. Et donc, on ne peut rien conclure quant à la poussette. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe quand le linéarisé n'est pas contrôlable? Alors, quand le linéarisé n'est pas contrôlable, on utilise ce qu'on appelle les crochets de Lie, et en fait, même les crochets de Lie itérés. Alors, je vais donner la définition du crochet de Lie de deux champs de vecteurs. On a deux applications x et y régulières de Rn dans Rn. Donc, ce sont des champs de vecteurs. On va définir avec ça un nouveau champ de vecteurs, donc une application de Rn dans Rn, par la formule qui est marquée. C'est-à-dire que le crochet de x et de y, c'est la dérivée de y dans la direction de x, c'est-à-dire y' de x appliqué à grand X de x, moins x' de x appliqué à y de x. Donc ça nous fait une nouvelle application de Rn dans Rn. Et on peut continuer, on peut faire le crochet de x avec le crochet de x et de y, et ainsi de suite. Alors, pour simplifier la présentation des résultats, on va supposer que f de y et de u, qui est souvent le cas en fait, a la forme suivante, f0 de y, c'est ce qu'on appelle la dérive f0 de y, et on dit qu'il n'y a pas de dérive si f0 de y vaut 0, identiquement, plus la somme des ui et phi de y. Donc ici, il y a un point qui s'appelle A, il est là, d'accord? Et on va d'abord utiliser, donc le système, ah oui, il est aussi coupé en haut, le système c'est y. Faut que je vois les notations tout de même. Oui, oui. C'est y point égale u1 f1 de y plus u2 f2 de y. Donc on a deux contrôles, u1 et u2. On part d'un point A et on s'intéresse à la contrôlabilité locale autour de A et du contrôle nul. Vous voyez, si vous prenez A égale à 0 et le contrôle nul, ça fait un point d'équilibre, puisque u1 et u2 valent 0. Peut-être que j'aurais pu écrire par contre les équations. Peut-être que je vais l'appeler grand X et grand Y, je ne sais plus en fait. Bon, on peut peut-être l'appeler grand X et grand Y si on veut revenir. Enfin bon, je pense que c'est F1. C'est Y point, pardon. Alors au début, on prend en fait
le contrôle U1 qui vaut état 1 et le contrôle U2 qui vaut 0. Et on fait ça pendant l'intervalle 0 epsilon. Donc ça nous fait la courbe qui est ici. Donc U1 égale état 1, U2 égale à 0. Au temps epsilon, on arrive au point Y de epsilon. Maintenant, on continue, mais en prenant cette fois-ci U2 qui vaut état 2, ce sont des constantes état 1, état 2, et U1 qui vaut 0. Voilà. On arrive au point Y de epsilon. Ensuite, on fait Y au point 3 epsilon, c'est-à-dire on va prendre U1 qui vaut moins état 1 et U2 qui vaut 0. Et pour terminer, on prend U1 égale 0 et U2 qui vaut moins état 2. Donc, vous voyez, pour le U1, ça vaut de temps en temps, ça vaut d'abord état 1, 0, moins état 1, 0. Et pour U2, ça vaut 0, état 2, 0, moins état 2. Et on calcule où on arrive. D'ailleurs, typiquement, c'est un exercice qu'on peut aussi donner. Alors, évidemment, à l'ordre 0, ça fait le point A, on ne bouge pas, puisque quand epsilon égale 0, on trouve le point A. À l'ordre epsilon, en fait, ça fait de nouveau 0, parce qu'il se compense, tous les termes se compensent. Et après, il y a un terme en epsilon 2. Et le terme en epsilon 2, c'est justement le crochet de F1 et de F2. Donc, vous voyez, vous avez réussi à vous déplacer dans une nouvelle direction. Évidemment, en utilisant U1, on peut se déplacer dans la direction F1, en utilisant U2, on se déplace dans la direction F2, mais avec cette manœuvre un peu compliquée, on arrive à se déplacer dans une nouvelle direction qui est le crochet de F1 et de F2. C'est ce qu'on fait en fait quand on essaye de garer sa voiture. Vous voyez, quand on gare sa voiture, la voiture elle est comme ça. Il y a deux voitures ici qui sont garées et en fait vous voulez bouger votre voiture comme ça. Ben, vous faites une manœuvre qui contient un peu ces quatre parties et ça vous permet de vous déplacer dans cette nouvelle direction qui est une direction qu'on ne peut pas obtenir avec le linéarisé. Si vous faites le linéarisé, donc pour la poussette, c'est essayer de déplacer la poussette latéralement. Eh bien, c'est difficile en fait. Il faut faire un peu de manœuvre pour faire un déplacement latéral. Et ce déplacement latéral, il est difficile parce que le linéarisé ne le permet pas. Mais grâce à ce crochet, on peut justement se déplacer la poussette latéralement. Voilà, et on peut continuer. Alors, donc ça donne le résultat suivant. Il est coupé, mais je vous le dis. Donc ça date de la fin des années 30. Donc vous prenez votre système y point égale somme des UI FI de Y, et vous supposez que les crochets itérés que vous pouvez faire avec tous ces FI, vous faites le crochet de F1 avec le crochet de F1, F2, etc. Vous regardez ce que ça engendre au point A. Et si au point A, ça engendre l'espace Rn tout entier, eh bien votre système est localement contrôlable en temps petit. Donc c'est un résultat remarquable. Donc on peut l'appliquer à la poussette. C'est y1 point égale U1 cosinus y3, y2 point égale U1 sinus y3, y3 point égale U2. Donc ça nous fait F1 qui vaut cosinus y3, sinus y3, 0, F2 qui vaut 0, 0, 1. On calcule le crochet de F1 et de F2. Ça nous donne le vecteur qui est marqué 3, là, dans 3. Et les trois vecteurs, F1, F2 et le crochet de F1, F2, en tout point même en fait, mais en particulier en 0, engendre l'espace tout entier et donc la poussette est localement contrôlable en temps petit. Et donc c'est un résultat qu'on obtient avec les crochets et qu'on ne peut pas obtenir avec le linéarisé. Le linéarisé ne permet pas d'obtenir ce résultat. De nouveau, là c'est quelque chose qu'on peut présenter à des élèves de SUP-SP. On leur fait, par exemple ça, le calcul peut être fait. Et ensuite, on peut en déduire effectivement que le système est localement contrôlable en remarquant cette propriété. Alors, ensuite, même quand il y a une dérive, c'est-à-dire on a y point égale f0 de y plus u f1 de y, c'est intéressant de considérer les crochets qui font intervenir la dérive. Donc, on va supposer cette fois-ci que f0 au point A, c'est 0. Pendant l'intervalle de temps 0 epsilon, on va utiliser le contrôle
U qui vaut moins eta. Pendant l'intervalle de temps epsilon, 2 epsilon, on va utiliser le contrôle U est égal eta. Et on regarde dans quelle direction c'est déplacé. Et on voit qu'on s'est déplacé dans la direction du crochet de F0 avec F1. C'est ce qui est marqué ici. Alors, donc, maintenant, on va considérer cette propriété. Les crochets engendrent l'espace, même quand on met la dérive. On va dire que c'est une propriété de crochet de Lie, enfin, la condition de rang, on va appeler ça la condition de rang. Et on a finalement deux cas où cette condition de rang est suffisante pour la contrôlabilité. C'est le cas des systèmes linéaires, parce qu'on peut, c'est un exercice intéressant, on peut démontrer effectivement que la condition sur les crochets, elle est équivalente à la condition, l'espace vectoriel engendré par les AIBU, pour y compris entre 0 et -1 U dans Rm, est égal à Rn tout entier. Et la condition, dans le cas des systèmes sans dérive, on a vu en fait que cette condition est suffisante pour la contrôlabilité locale en temps petit. En plus, on peut démontrer que si les FI sont analytiques, donc ça veut dire juste, dans le cas qui nous intéresse, ça veut dire juste qu'elles sont développables en série entière autour du point d'intérêt, YUE. Alors cette condition sur les crochets, cette condition de rang, c'est une condition qui est nécessaire pour la contrôlabilité locale. Donc ça c'est déjà un bon début, c'est-à-dire qu'on a cette condition de rang, elle est nécessaire pour la contrôlabilité locale et elle s'avère être suffisante dans deux cas importants, les systèmes sans dérive, y point égale somme des U FI de Y, et les systèmes linéaires. Mais malheureusement, cette condition en fait nécessaire n'est pas du tout suffisante. En général, on prend l'exemple très simple, y1 point égale y2 au carré, et y2 point c'est U. Donc le f0, il y a une dérive cette fois-ci, f0 de y c'est y1 carré, y2 carré 0, et f1 c'est 0, 1. Alors si on fait deux fois le crochet, si on fait le crochet de f1 avec le crochet de f1 et de f0, on voit que ça c'est égal en 0, c'est égal à 2 zéros. Donc ce crochet-là et celui-là, en fait, est F1 en 0, ils engendrent l'espace. Donc la condition de rang, elle est satisfaite. Mais pourtant, ce système-là, il n'est visiblement pas localement contrôlable, ni globalement, ni rien du tout, en temps petit, en temps grand. Pourquoi? Parce que y' c'est y2 au carré. Donc le y1 ne fait qu'augmenter au cours du temps, quel que soit le contrôle que vous utilisez. Vous ne pouvez pas empêcher y1 d'augmenter. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, passer de y1 égale moins eta à moins eta, avec un état positif, même tout petit. Et même si vous avez un grand temps pour le faire. Donc ce système, il satisfait la condition de rang, mais visiblement, il n'est pas localement contrôlable en temps petit, ni même en temps grand. Donc malheureusement, cette condition nécessaire, elle n'est pas suffisante. Alors il y a je vais donner juste une condition suffisante, un peu plus intéressante que le fait que le linéarisé soit contrôlable et qui permet de traiter des systèmes avec dérive. Donc quand on a un crochet itéré, vous voyez, voilà un exemple, H, c'est dit ici, un autre, on note delta I de H, le nombre de fois où vous voyez le vecteur FI qui apparaît. Donc par exemple pour le système 1, pour le crochet 1, le nombre de fois où F0 apparaît, c'est 3, 1, 2 et 3. D'accord. Le nombre de fois où F1 apparaît, c'est 2. C'est 4, pour 2, oui, c'est 2. Et puis ici, pour les autres, ça fait 0, pour I plus grand que 1 strictement. Et la condition, c'est la condition S de θ, qui est due à Sussman. On demande en fait que si on a un crochet, tel que le nombre de fois où F0 apparaît est impair, c'est delta 0 de H impair, et les autres sont tous pairs, les delta I de H sont tous pairs, eh bien on veut que ce vecteur, en H de 0, donc ça nous fait un vecteur de Rn, on peut le décomposer, on peut le voir comme une somme, une combinaison linéaire de vecteurs de crochet de nouveau, G, avec cette condition-là, et cette fois-ci, delta 0 de G
est pair et les autres sont impairs. D'accord? Enfin, ils ne sont pas dans ceux-là, disons plutôt. Soit celui-là est impair, soit les autres sont pairs. Donc c'est une condition qui dépend de θ. Et le résultat, c'est que si cette condition-là est satisfaite pour un certain θ qui est compris entre 0 et 1, alors le système, en fait, qui est supposé aussi satisfaire la condition de rang, est localement contrôlable en temps petit. Et ça s'applique au cas du satellite. Et ça permet aussi de retrouver le cas de Rachevsky-Chao, puisque dans ce cas-là, le F0, s'il apparaît, donc en particulier si le delta 0 de H est impair, si F0 apparaît, le crochet est nul, puisque F0 il est identiquement nul. Et ça permet aussi de retrouver le cas linéaire, mais évidemment, c'est juste une remarque, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le cas linéaire est beaucoup plus facile à démontrer directement. Mais ça permet aussi de traiter le cas en fait du satellite. Si on suppose que le satellite n'a que 2 tuyères, le linéarisé n'est pas contrôlable, mais on peut vérifier que si cette propriété est satisfaite, qui est le cas génériquement, eh bien alors le système non linéaire, il est tout de même localement contrôlable en temps petit. Donc ce sont des cas où la contrôlabilité locale est donnée par les termes non linéaires en fait. Alors maintenant, on va parler un peu de systèmes modélisés par 2ETP, mais très brièvement en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a beaucoup de méthodes pour étudier le cas de la contrôlabilité des systèmes linéaires, mais il y a encore des problèmes ouverts en fait. Même pour des systèmes modélisés par des équations de dérivées partielles linéaires, il y a des cas où on ne sait pas si le système est contrôlable ou non. On n'a pas l'analogue de ce critère. L'espace vectoriel engendré par les AIBU, y compris entre 0 et -1 U dans Rn, est égal à Rn. Mais on a beaucoup de méthodes. Mais évidemment, le problème, c'est quand on a un linéarisé qui n'est pas contrôlable. On va regarder le cas d'un système qui est... On a un système modélisé par une équation des partielles non linéaires, par exemple le Bagdo. On fait le linéarisé, il s'avère que le linéarisé, il n'est pas contrôlable. Il n'est pas contrôlable. Donc à ce moment-là, on sait qu'en dimension finie, c'est ce qu'on vient de voir, on utilise les crochets de Lie. Mais en fait, les crochets de Lie, ça marche pas très bien. Je vais vous expliquer sur un exemple très simple. C'est la plus simple des équations à dérivées partielles. C'est l'équation de transport dy sur dt plus dy sur dx est égal à 0. X, il est compris entre 0 et L. Et le contrôle, c'est y de t de 0. Donc formellement, on peut dire que c'est y point égale f0 de y plus u f1 de y, avec f0 linéaire et f1 constant. Donc on peut... D'abord, en fait, on peut résoudre explicitement l'équation. Donc, on va pouvoir dire si l'équation est contrôlable ou non, et on va voir un phénomène nouveau apparaître par rapport au cas de la dimension finie. Alors, bon, là, en fait, il y a 0L, on ne le voit pas, mais il est là. Et cette équation, c'est très simple à intégrer parce que tout simplement, y est constant sur les droites de pente 1. Parce que dy sur dt plus dy sur dx, ça fait 0. Donc y de a plus t, b plus t, y, ça reste constant. On voit qu'en dérivant par rapport au temps, ça fait une dérivée nulle. Donc la solution, vous voyez ici, donc ici il y a l'axe y égale l'axe des x. C'est très simple, si le temps est trop petit, vous voyez là le temps il est inférieur à L, en fait on ne peut pas contrôler. Pourquoi? Parce que toute cette partie-là, elle ne dépend que de la condition initiale qui est ici, on ne voit pas. Et donc par exemple si vous voulez aller de y0 égale 0 à y1 égale 1, ce n'est pas possible parce que sur la partie rouge, quoi que vous fassiez avec le contrôle U, ici vous obtiendrez ce que vous avez au départ. Donc si y0 vaut 0, ici vous obtenez 0. Mais c'est la seule obstruction, parce que si le temps est grand,
Eh bien, avec le contrôle, évidemment, avec le U de t, vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Par exemple, si de nouveau on veut atteindre 1, la fonction constante égale à 1, il suffit de prendre U identiquement égal à 1. Et finalement, quelle que soit la donnée initiale, on arrive à Y égale à 1. Donc c'est un système linéaire qui a une propriété qui est nouvelle par rapport à ce qu'on a vu en dimension finie. Il est contrôlable si et seulement si le temps est assez grand, le temps supérieur à L en fait. Ça de nouveau, en fait, justement, on peut expliquer ça très bien à des élèves de classe préparatoire. Et on voit donc un phénomène nouveau par rapport à la dimension finie. Maintenant, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que cette condition, l'espace vectoriel de Legendre par les AIBU, c'est une condition en fait sur les crochets. Et on voudrait comprendre qu'est-ce que c'est que les crochets dans ce cas particulier de cette équation de transport très simple. Donc je vous rappelle le dessin. On part du point A, nous ça va être la fonction nulle. On utilise U égale moins zeta pendant l'intervalle de temps 0 epsilon. Pendant l'intervalle de temps epsilon 2 epsilon, on utilise U égale eta. Et on arrive à se déplacer dans cette direction-là. Eta epsilon 2, le crochet de F0 et de F1. D'accord? Donc on fait la même chose pour l'équation dv partielle, mais en partant de la fonction A, ça va être 0. Et on fait le calcul. Donc on résout l'équation dv partielle. Le contrôle, il vaut d'abord moins eta sur l'intervalle de temps 0 epsilon, et ensuite il vaut eta sur l'intervalle de temps epsilon 2 epsilon. Et avec cette description des solutions, utilisant le fait que sur les droites de pente 1, le y reste constant, on trouve où est-ce qu'on arrive au temps 2 epsilon. Au temps 2 epsilon, on arrive à la fonction suivante. Pour x compris entre 0 et epsilon, ça vaut eta. Pour x compris entre epsilon et 2 epsilon, ça fait moins eta. Et au-dessus, ça fait 0. Epsilon, on va le supposer plus petit que L sur 2. Epsilon, de toute façon, il est destiné à tendre vers 0. Donc, pour avoir le crochet, on soustrait la condition initiale, qui est la fonction nulle, on divise par epsilon au carré. Eh bien, ça ne marche pas, parce que un espace naturel, c'est les fonctions de carré sommable. On peut travailler aussi avec les fonctions continues, si on préfère. Eh bien, quand on divise par epsilon au carré, il n'y a pas de limite. Donc, on est dans un cas où le crochet, il n'a pas de sens, en fait. Et c'est ça qui est ennuyeux pour les équations aux dérivées partielles, c'est qu'on peut avoir affaire à une équation aux dérivées partielles qui a un linéarisé non contrôlable. Et à ce moment-là, il faudrait utiliser les crochets de Lie si on veut faire comme en dimension finie. Mais les crochets de Lie, ça ne marche pas très bien pour les équations aux dérivées partielles. Bon, il y a des cas où ça marche, hein, bien sûr, mais beaucoup de cas où ça ne marche pas. Et donc, on aimerait trouver une autre méthode qui permet de montrer la contrôlabilité dans un cas où le linéarisé n'est pas contrôlable que les crochets de Lie. Une méthode ne reposant pas sur les crochets de Lie. Et la méthode, donc, je la présente ici. Donc on fait d'abord le linéarisé autour de 0. Ça ne marche pas. Eh bien l'idée c'est très simple, on va essayer de trouver d'autres trajectoires qui vont de 0 à 0 et qui ont un linéarisé contrôlable. Et si on arrive à trouver d'autres trajectoires qui vont de 0 à 0 et qui ont un linéarisé contrôlable, eh bien on résout de nouveau le problème, parce que vous voyez, si on a cette figure-là, avec cette trajectoire rouge qui a un linéarisé contrôlable, eh bien maintenant on a ces deux ensembles B0 et B1, le bleu et le vert, tels que si on a un point dans B0 un point dans B1, on peut trouver un contrôle qui nous permet de passer du premier point au second point en restant non pas près de l'origine, mais près de la trajectoire rouge. Voilà, c'est ce qui est ici. C'est de nouveau le théorème d'inversion locale. Quand le linéarisé est contrôlable, le système non linéaire, lui, il est localement contrôlable. Alors, on pourrait dire que ça n'est pas du local, parce qu'on voudrait rester, nous, près de 0, et on est près du rouge maintenant, mais il se peut très bien que le rouge soit tout petit, et on trouve ainsi la contrôlabilité locale en utilisant uniquement des résultats sur la contrôlabilité des systèmes linéaires. On peut reprendre l'exemple de la poussette. Si vous voulez, on reprend l'exemple de la poussette. La poussette, c'est un cas où le linéarisé n'est pas contrôlable, mais par contre, on sait que le système non linéaire, lui, il est localement contrôlable en utilisant les crochets de Lie.
Et on voudrait retrouver cette contrôlabilité locale sans utiliser les crochets de Lie, en utilisant uniquement la contrôlabilité de systèmes linéaires. Si on le fait autour de 0, ça ne marche pas. Maintenant, on peut se dire peut-être qu'il y a des trajectoires qui vont de 0 à 0 et qui ont un linéarisé contrôlable. Donc maintenant, on prend ces trajectoires, on les appelle U bar. Donc on cherche ces choses-là. Maintenant, si vous avez une trajectoire, vous faites le linéarisé. Là, le calcul il est plus compliqué. Vous vous souvenez, quand on faisait le linéarisé autour de 0, on trouvait y2 point égale 0. Maintenant, évidemment, c'est modifié et on a cette expression plus compliquée sur y2 point. Et ici, on a affaire maintenant à un système qui dépend du temps. C'est un système linéaire, de nouveau. C'est y point égale a de ty plus b de tu. Et il y a des critères de type de ceux qu'on a vus pour le système qui ne dépend pas du temps, qui sont aussi explicites en fait, qui nous permet de vérifier si un système linéaire dépendant du temps est contrôlable ou non. Et on voit, en fait, on peut démontrer que si, justement, la commande n'est pas identiquement nulle, le linéarisé, il est toujours contrôlable. Autrement dit, la poussette, c'est d'ailleurs la même chose pour la voiture, dès que vous bougez, votre linéarisé est contrôlable. Hein, on voit effectivement que le déplacement latéral, quand on avance, en fait, il est beaucoup plus facile, en fait. Quand vous avez votre poussette ou votre voiture, quand vous avancez, c'est facile d'aller à droite et à gauche, en fait. Vous pouvez faire le déplacement latéral que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes au repos, quoi, avec le linéarisé. Vous ne pouvez pas le faire avec le linéarisé. Donc, trouver des trajectoires qui ont un linéarisé contrôlable, dans ce cas-là, c'est facile. Il suffit d'avoir une commande qui n'est pas identiquement nulle. Maintenant, il faut aller de 0 à 0. Et là, je vais peut-être, ça devait être, mais c'est la partie effacée. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit d'imposer que U bar de grand T moins petit t soit égal à moins U bar de T. Et ça implique que si on part de 0, on arrive de nouveau à 0. Ça s'appelle l'exercice sur les équations différentielles aussi. Donc il y a plein de trajectoires qui vont de 0 à 0, qui ont un linéarisé contrôlable. Il y en a qui sont toutes petites en particulier, arbitrairement petites. Et donc de nouveau, en utilisant juste des résultats sur les systèmes linéaires, pas de crochet de Lie, on arrive à montrer ainsi que la poussette est localement contrôlable en temps petit. Donc pour les équations de dérivées partielles, donc ça sert pour différentes équations, par exemple Euler, Navier-Stokes, etc. Enfin, il y a plein d'équations où ça a été utilisé. Donc, parce que pour les EDP, c'est particulièrement utile puisque ça permet de traiter des cas où le linéarisé n'est pas contrôlable, mais où on ne peut pas utiliser les crochets de Lie. Évidemment, la difficulté de cette méthode, c'est de trouver des trajectoires qui vont de 0 à 0. Ce n'est pas tellement avoir des linéarisés contrôlables. Vous voyez, d'ailleurs, pour la poussette, on le voit très bien. Pour la poussette, dès qu'on bouge, en fait, le linéarisé, il est contrôlable. Et en fait, c'est finalement un peu le cas aussi pour les EDP. Dès que vous vous déplacez, avec des commandes génériques, disons, votre linéarisé, il est contrôlable. C'est souvent le cas. Ce qui est difficile, c'est de retourner à 0. On va voir un peu comment on peut faire. Ça peut aussi donner des résultats pour la contrôlabilité globale. Vous voyez, le théorème d'inversion locale, évidemment, il donne des résultats que locaux, quoi, en fait. C'est son nom, théorème d'inversion locale. Hein, c'est tout simplement, si vous avez un linéarisé, c'est la trajectoire, vous considérez la trajectoire bleue, y égale 0, u égale 0, vous faites son linéarisé, vous supposez que ce linéarisé est contrôlable, vous en déduisez que le non-linéaire est localement contrôlable, c'est-à-dire qu'il y a deux ensembles, B1 et B2, c'est-à-dire que si vous avez un point dans B1, un point dans B2, vous pouvez aller du premier point au second point. Mais ça donne que du local. Hein, le B1 et le B2, on peut les estimer si on regarde attentivement la preuve du théorème d'inversion locale. On peut avoir des estimés sur B1 et B2, mais ça vous donne souvent quelque chose qui n'est pas très grand, quoi. Mais il se peut très bien qu'en utilisant des Y bar qui vont de nouveau de 0 à 0, eh bien, qui ont des linéarisés contrôlables, les ensembles associés, B1 et B2, mais pour la trajectoire rouge, ils soient beaucoup plus grands. Donc ça, c'est plus du quantitatif. Ça vous donne les ensembles B3 et B4 qui sont beaucoup plus grands que B1 et B2. Et comme ça, effectivement, vous pouvez espérer
montrer la contrariété globale du système, c'est-à-dire quel que soit y0 et y1, quel que soit le temps t, vous pouvez aller du premier point au second point. Et effectivement, c'est par exemple pour l'équation de l'air des fluides incompressibles, ça marche très bien. Mais là, évidemment, c'est plus, il faut faire plus du quantitatif parce qu'il faut estimer ces ensembles B3 et B4. Hein, mais de nouveau, le théorème d'inversion locale, en fait, quand on regarde de près la preuve, il vous donne des estimés sur les ensembles, en fait. Non seulement, d'ailleurs, il donne des estimés des ensembles, mais il donne une méthode numérique pour vous permettre de trouver un contrôle qui permet d'aller de y0 à y1. C'est une méthode très performante. À mon avis, le théorème d'inversion locale, c'est peut-être le théorème le plus important des mathématiques, je pense. Enfin, et on le voit de façon déguisée un peu partout, en fait. Hein. Alors, la difficulté, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est souvent de retourner à zéro. D'accord ? De retourner à zéro. Avoir un linéarisé contrôlable, ce n'est pas une grosse difficulté. Souvent, dès qu'on bouge, avec une commande qui n'est pas trop, peut-être qui est un peu plus compliquée que la commande constante, on arrive à un linéarisé qui est contrôlable. Donc, c'est ça, en fait. Je ne sais pas si ça marche, oui. Donc, ça, c'est l'état initial. Hein. Donc, on bouge de l'état initial, c'est-à-dire on presse sur le tube de pâte dentifrice. Voilà, on a bougé. Mais la difficulté, évidemment, c'est de revenir à l'état initial. C'est difficile de refaire rentrer la pâte dans le... Surtout si on se contente d'agir sur le tube, en fait. Et je vais vous montrer tout de même un exemple où on peut faire des choses, et ça s'applique au bac d'eau. Mais je vais le présenter dans le cas d'un système de dimension finie. Donc, ces systèmes simples, c'est l'état de dimension 4, Y1, Y2, Y3, Y4, et le contrôle il est de dimension 1. Donc, la dynamique, Y1 point égale Y2, Y2 point égale moins Y1 plus U. Donc, ce système-là, d'ailleurs, si on le regarde à lui tout seul, c'est un système qui est linéaire. Il vérifie le critère de contrôlabilité, il n'y a pas de problème. Et maintenant, on fait Y3 point égale Y4, Y4 point égale moins Y3, plus 2 Y1, Y2. Le 2, il est là pour simplifier les calculs. On a le point d'équilibre, Y égale 0, U égale à 0. C'est un point d'équilibre. On veut étudier la contrôlabilité locale autour de ce point d'équilibre. On commence par faire le linéarisé. Toujours la même stratégie. On fait le linéarisé, ça nous donne le système Y1 point égale Y2, Y2 point égale moins Y1 plus U, ça c'est parfait, puisqu'il est contrôlable. Et ensuite, on trouve Y3 point égale Y4, et Y4 point égale moins Y3 plus 2 Y1, Y2, quand on le linéarise, ça fait disparaître 2 fois Y1, Y2. On trouve Y3 point égale Y4, Y4 point égale moins Y3. Et donc là, on voit que ce système n'est pas du tout contrôlable parce que le Y3, Y4, il n'est pas du tout influencé par le contrôle. Il a sa propre dynamique. Par exemple, si vous partez de 0, eh bien, vous n'arrivez jamais à quitter 0 pour Y3, Y4. Donc, le linéarisé, il n'est pas contrôlable. On voudrait tout de même étudier la contrôlabilité du système non linéaire. Là, le système est intéressant parce qu'on peut faire des calculs explicites. On peut calculer les solutions. Et on voit en particulier, on va partir de 0, et on voit que Y3 de t, on fait un petit calcul, quelques intégrations par partie, ça fait l'équation 1, et Y2, c'est l'équation 4. De nouveau, ça c'est des choses qu'on peut faire comme exercice en SUP-SP. En fait, on peut présenter ces systèmes-là et on trouve cette équation-là. Et on voit effectivement qu'il y a un problème si le temps t est trop petit. Plus précisément, si le temps est inférieur ou égal à pi, il y a un problème parce que si vous voulez partir de 0 et que vous voulez arriver à Y1 de grand t qui vaut 0, eh bien le Y4 de grand t, si vous êtes arrivé justement à ce Y1 de grand t qui vaut 0, il va valoir moins l'intégrale de 0 à t de Y1 carré sinus grand t moins petit t. Mais là, il y a un signe, parce que si le temps t est inférieur ou égal à pi, sinus grand t moins petit t, il va être positif ou nul. Vous le multipliez par Y1 de t au carré, ça fait quelque chose de positif ou nul. Vous intégrez positif ou nul, et avec le moins devant, ça vous fait quelque chose de négatif ou nul. Autrement dit, vous ne pouvez pas passer de y égale 0, les 4 composantes égales à 0, à y1 égale à 0, et y4 est égal à une quantité qui est strictement positive, même toute petite.
Ce n'est pas possible en temps t inférieur ou égal à pi. Mais le même calcul montre, en fait, avec un petit peu de soin, c'est que c'est la seule obstruction. Si le temps grand t est supérieur à pi, alors effectivement, le système est contrôlable, même globalement. On peut aller de n'importe quel point à n'importe quel autre en un temps t qui est supérieur à pi. Mais là, on bénéficie évidemment du fait qu'on peut faire des calculs explicites. Et on aimerait retrouver cette idée de contrôlabilité locale en un temps éventuellement grand à l'aide des techniques, à l'aide de la méthode présentée tout à l'heure. C'est-à-dire trouver des trajectoires qui vont de 0 à 0 et qui ont un linéarisé contrôlable. Alors, et là, on va expliquer une méthode qui est assez générale, qui marche pour de nombreux systèmes, pour fabriquer des trajectoires qui vont de 0 à 0. Alors, on cherche d'abord, puisque dans la méthode, il faut trouver des trajectoires qui ont un linéarisé contrôlable. On cherche d'abord des trajectoires qui ont des linéarisés contrôlables, et là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, c'est souvent la partie facile. Ici, on se contente de prendre le contrôle U égale à gamma, d'accord, et le point Y1, Y2, Y3, Y4, on le prend égal à gamma 0, 0, 0. Eh bien ça, c'est un point d'équilibre, donc une trajectoire en fait. Un point d'équilibre, ça définit une trajectoire. Donc on prend Y1 égale gamma, Y2 égale 0, Y3 égale 0, Y4 égale 0, et U égale à gamma, et ça nous fait une trajectoire. On calcule son linéarisé, le linéarisé autour de cette trajectoire. Donc ça nous fait un système linéaire, c'est le système 2. Vous voyez, par rapport au cas gamma égale 0, il y a une nouveauté, c'est qu'on a 2 gamma y2. Évidemment, quand gamma valait 0, ça donnait effectivement 0. Là, on regarde le critère sur les systèmes linéaires, même indépendants du temps, et on voit que le critère pour avoir la contrôlabilité, et on voit qu'il est satisfait justement si et seulement si gamma est différent de 0. De nouveau, c'était exceptionnel d'avoir un linéarisé qui n'était pas contrôlable. Donc, si on prend ce gamma qui est différent de 0, on a un linéarisé contrôlable. Donc, on a fabriqué des trajectoires qui ont un linéarisé contrôlable, qui est déjà un bon point de départ, en fait. Mais évidemment, ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut, parce que nous, on veut la contrôlabilité locale autour de 0 et non pas autour de ce point d'équilibre. Si vous voulez, la situation, on peut la résumer avec ce petit dessin. On a cette trajectoire y gamma de t qui ne dépend pas du temps. D'accord. On a vu que son linéarisé est contrôlable. Donc on a ces deux ensembles B1 et B2, tels que si on a un point dans B1, un point dans B2, on peut aller du premier point au second point en suivant une trajectoire qui est proche de y gamma de t. Et on peut aussi s'arranger en fait que cette trajectoire pointillée, comme elle est proche de la trajectoire constante, qui a un linéarisé contrôlable, elle aussi a un linéarisé contrôlable. Mais ce n'est pas ce qu'on veut, vous voyez, parce qu'on a ces deux ensembles B1 et B2, mais qui ne sont pas des voisinages de 0. Nous, on voudrait des voisinages de 0. Mais si on arrive à fabriquer ces deux trajectoires, on a de la chance, ça passe bien, la bleue et la verte, donc quelles sont les propriétés de ces trajectoires? Par exemple, pour la bleue, eh bien, elle part de 0 et elle arrive dans B1. Et la verte, elle part d'un point de B2 et elle arrive à 0. Eh bien, à ce moment-là, on va avoir le résultat, puisqu'on pourra trouver, en utilisant le fait que cette trajectoire, vous voyez, cette trajectoire pointillée, en fait, elle va aller de 0 à 0 et elle va avoir un linéarisé contrôlable parce que son linéarisé, il est contrôlable dans la partie rouge. Et vous voyez que si vous avez un système non linéaire qui est divisé en petits morceaux, s'il y a un morceau sur lequel il est contrôlable, évidemment, il est contrôlable sur le grand morceau, puisqu'on va agir sur le petit morceau et faire ce qu'on veut sur le petit morceau et obtenir comme ça la contrôlabilité du système complet. Et donc on a trouvé une trajectoire à linéarisé contrôlable et qui va de 0 à 0. Oui, j'aurais peut-être dû expliquer un peu mieux la partie. Je vais peut-être revenir un peu en arrière parce que je ne sais pas si c'était très clair. Ici, en fait, on a cette trajectoire bleue qui n'est pas pointillée, mais qui part de 0 et qui arrive dans B1. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que si on part on
on a cet ensemble B0 qui est tout petit d'ailleurs, mais qui peut être tout petit, mais qui vous permet, quand vous avez un point de B0, vous utilisez le même contrôle, vous arrivez dans B1. Et en fait, en prenant l'application un peu réciproque, justement, vous trouvez que vous pouvez aller du point B1 au point A, en fait. Donc, ça, vous avez cette trajectoire bleu pointillé et vert pointillé, et ça permet de résoudre le problème. Vous avez une trajectoire qui va de 0 à 0 et qui a un linéarisé contrôlable. Enfin, là, je l'ai présenté un peu différemment. Je vais peut-être reprendre un peu ça. En fait, vous utilisez le même contrôle, hein, le même contrôle que pour le bleu non pointillé. Vous partez d'un point qui est proche de 0. Vous utilisez le même contrôle et du fait qu'il y a continuité par rapport à la condition initiale, la solution de l'équation différentielle, vous arrivez dans B1. Vous faites la même chose du côté du vert. Si vous partez dans l'ensemble B3, vous résolvez l'équation dans le sens rétrograde, vous arrivez dans B2 et vous savez aller du premier point de B1 au second point de B2 en utilisant la contrôlabilité de la trajectoire Y gamma de T, de linéarisée. Alors maintenant, il faut construire les trajectoires bleues et vertes. Et pour ça, en fait, on utilise des déformations quasi statiques. On bouge très lentement. Donc on prend une fonction G qui s'annule en 0 et en 1. On prend un nombre epsilon qui est destiné à être positif et tendre vers 0, comme d'habitude. Et on définit ce contrôle U bar de T, gamma G de epsilon T. Et T, maintenant, il est compris entre 0 et 1 sur epsilon. Et on part de 0. Hein, c'est Y tilde de 0 égale 0. On utilise ce contrôle et on regarde ce qui se passe au temps 1 sur epsilon. Eh bien, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que quand on fait tendre epsilon vers 0, le Y tilde au temps 1 sur epsilon, eh bien, il converge justement vers ce gamma 0, 0, 0. Donc, il est aussi proche qu'on veut, il arrive dans B1. Hein, puisque B1, il est donné, on peut arriver aussi proche qu'on veut du point gamma 0, 0, 0. Donc, on arrive dans B1 en prenant epsilon assez petit. Ça fait un temps assez grand. Donc, vous voyez, pour cette méthode-là, il faut utiliser des temps assez grands. On a besoin d'un temps de l'ordre 1 sur epsilon, qu'on peut estimer numériquement, mais il y a besoin d'un certain temps. Mais c'est assez normal, puisqu'on sait qu'effectivement, ce système-là, il a la propriété qu'il n'est pas contrôlable en temps petit, mais il est contrôlable si le temps est assez grand. Donc, c'est assez normal d'avoir une condition sur le temps. Donc nous, on a une condition sur le temps. Et vous voyez, cette condition sur le temps, elle ne vient pas de Y gamma, puisqu'on est en dimension finie, le linéarisé, il est contrôlable. Donc, on peut aller de point de B1 à un point de B2 en un temps arbitrairement petit. Donc, le temps, il ne peut pas venir de Y gamma. Le temps, il doit venir des raccords du bleu et du vert. Et donc, ça s'applique au bac d'eau. Au bac d'eau, là, je vous ai représenté le Y gamma. Si vous voulez, c'est U de T égale gamma. La hauteur, elle est comme ça, en fait, c'est un peu incliné. Et la vitesse, elle est nulle. Et on fait le linéarisé, il est contrôlable. Et on arrive à trouver les trajectoires bleues et vertes, et ça marche bien. Bon, je fais un petit peu de publicité, là. De toute façon, c'est disponible sur ma page web. En fait, d'ailleurs, ce que là, je raconte, en fait, tout ça est dans le livre, en fait. Maintenant, on passe à la stabilisation. Alors, la stabilisation, c'est finalement une histoire qui est beaucoup plus ancienne. La contrôlabilité, finalement, c'est quelque chose de plus récent. Et peut-être le premier exemple de feedback, hein, sont les horloges à eau. Donc le problème est le suivant, on veut mesurer le temps et on utilise pour ça une horloge à eau. C'est un dispositif très simple qui était utilisé par les Égyptiens 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc on a un réservoir, il y a de l'eau dedans et il y a un trou au fond du réservoir. Donc l'eau s'écoule par ce trou. Et on peut espérer mesurer le temps qui passe en regardant la hauteur de l'eau dans le réservoir. Malheureusement, il y a un problème, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, le débit il diminue en fait. Donc le temps qui passe n'est pas proportionnel
à la diminution de la hauteur d'eau dans le réservoir. Donc ça, c'est un peu un problème. Et pour pallier ce problème, Ctesibios a proposé, à peu près 300 ans avant Jésus-Christ, le dispositif suivant. Maintenant, il y a 3 réservoirs. Le réservoir qui nous intéresse, c'est le réservoir 2. Il y a un flotteur qui est en rouge. Et le dispositif marche de la façon suivante. Quand le niveau d'eau dans le réservoir 2 est important, eh bien, le flotteur va toucher la coiffe verte et il n'y a plus d'eau qui peut aller du réservoir 1 au réservoir 2. Par contre, en fait, quand le niveau dans le réservoir 2 est bas, eh bien, ce flotteur n'empêche rien et le dispositif est tel qu'il y a un peu plus d'eau qui va du réservoir 1 vers le réservoir 2 que du réservoir 2 vers le réservoir 3. Et comme ça, on peut espérer réguler la hauteur de l'eau à un niveau constant dans le réservoir 2. Et à ce moment-là, le débit est constant et le temps qui passe est proportionnel à la montée de la hauteur d'eau dans le réservoir 3. En fait, on n'est pas du tout sûr que Ctesibios ait inventé ce dispositif, parce que, bon, aucun dispositif de Ctesibios ne nous est parvenu, et les textes qui décrivent ce dispositif sont un peu ambigus. On ne sait pas si c'est vraiment ça qui était fait, en fait. Et le texte le plus ancien, c'est celui qui est là. Donc l'auteur, c'est un ingénieur scientifique qui s'appelle le pseudo-Archimède, sur lequel on a très peu de choses en fait. On ne sait même pas trop quand il a vécu. Donc ça, c'est une copie d'un de ses manuscrits. Donc cette copie, elle date du XIVe siècle. Il y a en fait 3 copies qui existent dans le monde du manuscrit de pseudo-Archimède. Il y en a une à la BNF, et donc ça c'est tiré de celui de la BNF, et il y en a 2 en Angleterre. Donc le dispositif qui nous intéresse, c'est une horloge à eau, il est là en fait, et on va faire un zoom. Vous voyez, le flotteur, il est là. Le flotteur rouge, il était là, et là, c'est la coiffe verte, si vous voulez. Et quand le niveau monte, eh bien, ce flotteur empêche l'eau de ce réservoir aller dans celui-là. Donc c'est un très beau... une très belle invention. Ensuite, il y a au niveau industriel, bon là on saute 2000 ans pratiquement, c'est le régulateur de Watt. Le régulateur de Watt, donc ça c'est la machine que vous pouvez voir au musée des sciences à Londres en fait. C'est la machine de 1788, c'est la première machine de Watt sur laquelle il y a un tel régulateur. Voilà, la machine, elle est là, en fait. Et ça, c'est un dessin de Watt, en fait. Et je vais expliquer le fonctionnement là-dessus. Donc, on veut réguler la vitesse de rotation de la machine à une vitesse constante, malgré les perturbations. Alors, le dispositif, là, il tourne autour de l'axe vertical à une vitesse qui est proportionnelle à la vitesse de rotation de la machine. Donc, supposons qu'on ait cette vitesse constante, que tout d'un coup, finalement, il y ait une charge qui soit plus importante. On a mis un nouveau métier à tisser qui fonctionne sur cette machine. À ce moment-là, la vitesse va diminuer. Mais à ce moment-là, la force centrifuge des 2 boules va diminuer. Et les 2 boules vont se rapprocher, vont descendre et se rapprocher de la verticale. Et grâce à un système de tringles, il va y avoir plus de vapeur qui rentre dans la machine à vapeur. Et donc la vitesse va augmenter. Réciproquement, si tout d'un coup la charge diminue, la vitesse augmente. Les 2 boules en fait s'écartent de la verticale. Grâce au système de tringles, il y a moins de vapeur qui va dans la machine à vapeur. Et comme ça, on peut espérer réguler la vitesse de rotation à une vitesse qui est pratiquement constante. Donc c'est ça un peu l'idée de la stabilisation. Alors, je ne sais pas si on va voir bien en fait. Malheureusement, je sais pas. Donc ça, c'est le film HIMAT. Bon, je sais pas, malheureusement, il y a... Donc, il construit justement une machine à vapeur. C'est un film de 2013, en fait, de Edgar Reitz. Et donc, il construit cette machine à vapeur. J'essaie de me mettre un peu plus loin pour voir mieux. Donc, là, il y a un jeune et le fils et c'est le père. Donc les choses marchent très bien en fait.
ça prend de la vitesse. Donc le père et le fils sont très contents en fait. Ils veulent faire partager leur joie à des amis. Là, il y a un ami qui arrive. L'ami, en fait, bon, il ne comprend pas trop pourquoi ils sont aussi excités, à dire, on dirait. Et en fait, donc, là, c'est une machine où il y a le régulateur de watts n'est pas implémenté. Et en fait, la machine explose, quoi, en fait. Enfin, ce qui est remarquable, c'est que le film, il va exactement avec l'exposé, quoi. C'est-à-dire qu'ensuite, donc, il cherche dans la littérature comment pallier ce problème. Il regarde, il voit le régulateur de watts dans un livre. Ils installent le régulateur de watts, c'est un autre fils, en fait, le père a 2 fils. L'autre, il est parti au Brésil, en fait, parce qu'à cette époque-là, l'Allemagne était très pauvre et les gens partaient au Brésil pour faire fortune. Et là, il y a donc ce régulateur de watts et tout marche bien. Donc maintenant, on a notre point d'équilibre. Peut-être qu'on pourrait supposer que c'est 0, 0, typiquement. Et maintenant, ce qu'on cherche, c'est un U de Y. On veut un U qui est une fonction de Y telle que l'origine soit asymptotiquement stable. Donc, asymptotiquement stable, il faut dégager un peu quelle est la notion. Et ça a été fait par Lyapunov dans sa thèse en 1892. Donc beaucoup de mathématiciens, de physiciens, des très grands noms, hein, par exemple Lagrange, Laplace et Dirichlet ont proposé des définitions de la stabilité qui allaient bien pour le problème qu'ils regardaient, mais qui ne va pas bien pour ce que nous on veut faire. Et la bonne définition pour nous, elle est donnée par Lyapunov dans sa thèse en 1892. Ce sont 2 propriétés. C'est d'abord la stabilité. On demande qu'on a notre point d'équilibre. Quelle que soit la boule rouge, on peut trouver une boule plus petite, la boule bleue, telle que si on part dans la boule bleue et qu'on résout x point, y point égale grand X de y, qui est f de y et de y de y, eh bien on reste toujours dans la boule rouge. Ça, c'est la première propriété qui est la stabilité. Et la seconde propriété, c'est la propriété d'attracteur. On demande que si on part assez près du point d'équilibre, eh bien on converge vers le point d'équilibre. Attracteur, en fait, n'implique pas stable. Pour les systèmes linéaires, attracteur implique stable, mais pour les systèmes non linéaires, c'est faux. Il y a un petit dessin pour présenter. On peut donner des champs de vecteurs explicites. C'est aussi un exercice intéressant, à mon avis. Donc la figure, elle est là, en fait. Eh bien, vous voyez que ce point d'équilibre, en fait, il est attracteur parce que, quelle que soit la donnée initiale, on converge vers le point d'équilibre. Donc, si on raisonne sur le cercle juste, ensuite on va étendre à l'extérieur, mais on se situe juste sur le cercle. Donc le point est attracteur, même globalement attracteur, puisque quelle que soit la donnée initiale, on converge à l'équilibre. Mais il n'est pas stable, parce que si on prend cette boule rouge, eh bien, il y a toujours des points dans la boule rouge. Il y a, quelle que soit la boule bleue, plus petite, la boule verte en fait, plus petite, il y a toujours des points de départ qui sont dans la boule verte, et tel que le long du flot, on quitte la boule rouge. Vous voyez ce point noir, par exemple, qui est dans la boule verte, eh bien, quand on suit le flot, il va quitter à un moment la boule rouge, même si ensuite, évidemment, il rentre de nouveau dans la boule rouge. Donc ce point d'équilibre, il n'est pas stable, il est attracteur, mais il n'est pas stable. Et on peut donner en fait des expressions explicites en fait d'un champ de vecteurs dans R2, hein, parce que dans R, attracteur, ça implique stable, mais dans R2, attracteur n'implique plus stable. Ça aussi, c'est une chose intéressante. Et c'est la bonne notion, c'est celle dégagée par Lyapunov. Ce sont les 2 propriétés ensemble. Un point est asymptotiquement stable pour x, y point égale grand X de y, si et seulement si il est à la fois attracteur et stable. Alors, ce qui est important, c'est que, toujours dans sa thèse, Lyapunov a démontré ce qu'on appelle le second théorème de Lyapunov, c'est que asymptotiquement stable, c'est équivalent à l'existence d'une fonction de Lyapunov. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction de Lyapunov? C'est une fonction qui est minimale au point d'équilibre YE, et telle que, eh bien, on est la propriété 2, et la propriété 2, c'est juste dire qu'en fait, vous partez d'un point quelconque, vous regardez l'évolution de V de Y de t, eh bien, sa dérivée
par rapport au temps est strictement négative. Et c'est cette propriété-là qui fait que c'est la bonne définition pour nous, en fait, parce que la figure est un peu la suivante. On a notre champ de vecteurs qui est présenté par les flèches, et on a notre fonction de Lyapunov dont les ensembles de niveaux sont les cercles qui sont représentés ici. Donc vous voyez, le champ de vecteurs, il pointe à l'intérieur sur chaque cercle. En fait, le vrai système, ce n'est pas celui-là, parce qu'il y a des erreurs de modélisation, il y a des erreurs de mesure, il y a plein de petites erreurs qui fait que la figure qui est ici, en fait, doit être modifiée. Et ça nous donne un peu cette figure qui est là, mais ça reste bien, c'est-à-dire si vous partez dans la boule, la grande boule, eh bien vous allez converger, vous allez en temps fini arriver dans la verte et vous restez dans la verte en fait. C'est ce qu'on se passe avec l'expérience du balai qu'on tient au-dessus du doigt. On part éventuellement assez loin et ensuite on se rapproche de la verticale. On n'est pas exactement à la verticale, mais on reste près de la verticale avec une vitesse presque nulle. C'est exactement ce qui se passe. Alors ensuite, bon, j'ai le temps avant, je ne vais pas aller. Il faut qu'on fasse attention au temps. Donc maintenant, on a notre système. On va supposer qu'il est localement contrôlable au point d'équilibre qui nous intéresse. Et on se demande si on peut stabiliser le système. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver un U de Y, d'accord, tel que le point d'équilibre. Donc on va demander que U de YE, ça vaille UE. Supposer que ce soit YE et UE vaille 0. On va demander que U de 0 vaille 0. Et on veut que 0 soit asymptotiquement stable pour le système bouclé, c'est-à-dire le système pour lequel on prend U égale U de Y. Donc là, la construction, maintenant, ce qu'on veut, ce n'est pas une fonction du temps, c'est une fonction U de Y. Alors, la réponse à cette question, savoir si un système est contrôlable, alors on peut le stabiliser asymptotiquement, la réponse est oui pour les systèmes linéaires. Alors, en fait, pour des applications, c'est souvent intéressant d'avoir une stabilisation rapide aussi, plus rapide. Donc là, je vous présente en fait quelque chose que nous avons fait sur la rivière la Sambre et la Meuse. Donc la figure, elle est divisée en deux parties. À l'avant, en fait, on ne bouge pas les portes, mais l'eau, elle passe sous les portes, d'accord? Et à l'arrière, on bouge les portes en fonction du feedback que l'on construit. Donc c'est le U de Y, si vous voulez, à l'avant, U, c'est 0, et à l'arrière, U de Y, c'est nous qui le choisissons. Le point d'équilibre, il est représenté par la ligne rouge. Mais le point d'équilibre, il est déjà asymptotiquement stable, même quand on prend U égale à 0. C'est-à-dire que même à l'avant, on va avoir une convergence vers l'équilibre. Mais grâce au feedback, à l'arrière, on va avoir une convergence plus rapide. Vous voyez, voilà, c'est plus rapide à l'arrière. Donc ça, on l'a implémenté sur les rivières la Sambre et la Meuse en Belgique. C'est pour vous dire qu'on peut avoir un point qui est déjà asymptotiquement stable avec le contrôle nul, mais on voudrait parfois améliorer la vitesse de convergence. Et dans le cas des systèmes linéaires, on peut démontrer qu'en fait, on peut aller aussi vite qu'on veut, en un sens à préciser, on peut avoir un équilibre qui est exponentiellement, si vous voulez, asymptotiquement stable. Donc exponentiellement, ça veut dire que y de t est plus petit que c fois exponentielle moins lambda t y de 0 en norme. Et finalement, on peut prendre le lambda aussi grand qu'on veut en choisissant bien le feedback U. Ça, c'est le cas des systèmes linéaires. Alors, en fait, malheureusement, il y a des systèmes qui sont contrôlables et qu'on ne peut pas stabiliser avec des feedbacks. Ça, c'est la raison, c'est ce critère-là, qui est dû à Broquette, que si on peut le stabiliser, l'image par F d'un voisinage de l'origine, de Rn croix Rm, c'est encore un voisinage de l'origine de Rn. Et il y a des systèmes qui sont contrôlables et qui ne satisfont pas cette condition nécessaire pour pouvoir stabiliser le système. C'est le cas de la poussette. Il ne satisfait pas ce critère. Mais on peut démontrer, le satellite aussi sous-actionné, il ne satisfait pas ce critère, même quand il est contrôlable. Mais par contre, on peut démontrer qu'on peut toujours stabiliser le système à l'aide d'un feedback qui dépend du temps. Donc au lieu de chercher un U de Y, on cherche un U de T de Y. Et peut-être là, je vais juste rapidement passer sur une petite expérience où on peut faire, je vais juste arriver ici, là. C'est une expérience que vous pouvez réaliser
chez vous. En fait, on a une scie sauteuse qui est coincée dans un étau. Et on remplace la lame de scie sauteuse par une petite tige de mécano. Et la seconde, il y a une grande tige de mécano en fait qui peut pivoter autour de cet axe-là. D'accord. Donc c'est un équilibre de nouveau qui est instable. C'est-à-dire si on fait cette expérience-là, qu'on ne met pas la machine en route, en fait, évidemment l'équilibre il est instable. La grande barre elle pivote, c'est comme pour le pendule inversé. Et ça tombe quoi en fait. D'accord. Maintenant, on met la machine en route et on utilise un tube de plastique qui est là. Et la barre, donc la grande barre, en fait, elle monte et elle descend dans le tube en plastique. Donc pour l'instant, il n'y a rien de particulier, quoi, en fait. Hein. On prend le tube en plastique pour ne pas s'arracher la main, quoi, en fait. Hein. Parce que parfois, les physiciens me demandent à quoi sert le tube en plastique. Mais le tube en plastique, il sert pour ça. Donc ensuite, on enlève le tube en plastique, d'accord. Et là, il y a un miracle qui se produit. C'est que c'est devenu stable. La barre ne tombe plus. Bon, en fait, c'est une expérience un peu dangereuse, en ce sens que parfois les écrous, en fait, les boulons, avec les oscillations, les boulons se dévissent, en fait, et la grande barre s'en va. Donc faites attention tout de même. Mais c'est un exemple où, en fait, on peut stabiliser juste avec un U de T. Mais bon, c'est des exemples tout à fait exceptionnels, en fait. Généralement, il faut faire U de T de Y, ou U de Y, ou U de T de Y. Mais je voulais présenter cet exemple-là, qui est assez bizarrement, d'ailleurs, en fait... C'est exceptionnel, hein. Oui. Les physiciens utilisent ça pour piéger des ions. Oui, en fait, c'est aussi intéressant, justement, parce que... donc, ça s'appelle le pendule de Kapitsa, en fait. Ça a été utilisé... Kapitsa, c'est un physicien qui a eu le prix Nobel, je crois, en fait, mais c'est un rare exemple, en fait, c'est des choses qui étaient découvertes avant par les mathématiciens. Mais les mathématiciens, vers 1920, en fait, ils avaient déjà fait, en fait, cette expérience. Alors, en fait, il faut voir que la démonstration de savoir si c'est stable, on peut mettre, en fait, plusieurs barres aussi. On peut mettre plusieurs barres. Et le problème est ouvert si on met 2 barres. Pour une barre, on s'est montré que c'est stable avec des méthodes compliquées du type CAM. Avec 2 barres, en fait, le problème est ouvert. Mais, enfin, 2 grandes barres, il y a la petite barre, elle est toujours là, bien sûr. Ça, c'est quand il n'y a pas de frottement. Dès qu'il y a un petit peu de frottement, en fait, on s'est démontré effectivement que le point est stable. Et évidemment, il y a toujours un peu de frottement. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là et vous remercier pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bien sûr, je suis prêt à y répondre. Donc merci pour l'exposé. Et donc pour la stabilité, la contractilité globale. Alors, oui, la contractilité globale, ça c'est un problème qui est très difficile en fait. Il n'y a pas de méthode générale. Il y a le résultat le cas des systèmes sans dérive, y point égale somme des UI fi de y. En fait, le théorème de Shao-Rachevsky, il y a une version globale en fait. C'est-à-dire que si en tout point de Rn, les crochets engendrent l'espace tout entier, alors, quelle que soit la donnée initiale, quelle que soit la donnée finale, quel que soit le temps grand T, on peut aller du premier point au second point. C'est un des rares cas, à part évidemment les systèmes linéaires, où évidemment on a aussi du global, un des rares cas où on arrive à avoir du global. Ensuite, un théorème assez général où on a du global. Maintenant, pour des systèmes généraux, il n'y a pas vraiment d'autres résultats que celui-là. Après, c'est au cas par cas. Par exemple, l'équation de l'air des fluides incompressibles, on peut démontrer tout de même la contractilité globale. Hein, c'est en utilisant ce y bar qui est très loin de l'origine, mais qui a un très bon linéarisé. On arrive comme ça à montrer la contractilité globale des équations de l'air. Mais c'est vraiment au cas par cas. D'ailleurs, pour les équations de dérivées partielles, c'est souvent au cas par cas. Déjà, le traitement d'une équation de dérivée partielle, ça dépend beaucoup de son type, en fait, si c'est parabolique, hyperbolique, etc. Donc, chaque équation a un peu ses espaces, etc., ses méthodes. Mais en dimension finie, où on aurait pu s'attendre à plus de flexibilité du point de vue des résultats, à part ce théorème
de Shao-Rachevsky. Pour les systèmes sans dérive, on n'a pas grand-chose, en fait, pour le global. Pour la stabilité, la machine de Watt et l'horloge à eau, donc empiriquement, ça marche. Oui. Est-ce qu'on sait démontrer mathématiquement que oui? Alors, en fait, le cas du régulateur de Watt a été étudié. Le premier papier où ça a été étudié, c'est par Maxwell en 1868. Il a étudié, en fait, il n'a pas étudié le régulateur de Watt, mais d'autres régulateurs. Pour lui, le régulateur de Watt, en fait, pour lui, ce n'est pas vraiment un régulateur, il appelait ça plutôt un modérateur parce qu'il a un défaut. C'est-à-dire que le régulateur de Watt, quand le couple résistant est constant, mais n'a pas la valeur qui avait été pronostiquée, en fait, effectivement, la vitesse de rotation converge vers une constante, mais cette vitesse de rotation n'est pas exactement celle qui est attendue, en fait. Elle diffère un petit peu. Ça dépend des gains du régulateur. Et beaucoup de gens, en fait, ont essayé de trouver des régulateurs qui n'avaient pas ce défaut-là. Et donc, par exemple, en fait, Foucault, par exemple, Foucault, qui est un génie du point de vue de ses travaux, il a beaucoup étudié ces régulateurs, il a essayé de chercher ces régulateurs qui n'ont pas ce défaut. Et regardez ce qu'on appelle des régulateurs isochrones. Vous voyez, par exemple, si les boules, au lieu de décrire en fait un cercle, vous faites décrire une parabole, c'est un exercice aussi intéressant, le point d'équilibre, en fait, quel que soit le couple résistant, vous pouvez vous arranger, si la parabole est bien choisie, pour que le point d'équilibre soit la bonne vitesse de rotation, quel que soit le couple résistant. Donc ça paraissait assez prometteur, mais il s'est avéré que quand on utilisait ces régulateurs paraboliques, c'est ce qu'on appelle les régulateurs isochrones, ils marchaient mal. Et pourquoi est-ce qu'ils marchaient mal? Ça a été compris beaucoup plus tard, c'est parce qu'en fait ils sont instables. Ils sont nécessairement instables. Et pour avoir en fait ce bon point d'équilibre, quelle que soit la vitesse de rotation, il faut utiliser un intégrateur. C'est-à-dire qu'il faut intégrer aussi, il faut utiliser aussi l'intégrale entre la bonne vitesse de rotation et la vitesse de rotation effective, en fait. Donc ça, c'est les premiers régulateurs, enfin ça n'a pas été compris tout de suite, en fait, c'est les régulateurs de Perrier, qui datent un peu de la date des régulateurs de Watt. En fait, Perrier, en fait, il ne connaissait pas le régulateur de Watt et il avait utilisé cette méthode qui permet d'intégrer, tout simplement, il a un bac d'eau, il y a de l'eau qui arrive dans le bac à une vitesse, avec un débit qui est proportionnel à la vitesse de rotation de la machine, et puis il a aussi un robinet qui permet de faire écouler l'eau du bac. Donc en réglant le robinet pour la bonne vitesse de rotation, il arrive comme ça à intégrer l'écart entre la vitesse de rotation désirée et celle effective. Et en fonction du niveau de l'eau dans le bac, il agissait sur l'entrée de la vapeur dans la machine à vapeur. Mais ça marchait en fait pas... Bon, il y a toujours un peu une différence entre ce qu'on attend et ce qui se passe en fait. Ça marchait pas si bien que ça. D'abord, c'était plus difficile à mettre en œuvre. Les régulateurs de Watt avaient ce défaut-là, mais finalement, au moment où Maxwell écrit son papier, donc il étudie un autre régulateur qui s'appelle le régulateur de Fleming, je crois, en fait. Ce régulateur existait à un seul exemplaire, et les régulateurs de Watt, il y en avait 75 000 au moment où il écrit son papier. Parce que le régulateur de Watt, il avait ce défaut-là, mais il marchait très bien, quoi, en fait. Parce que l'écart n'était pas si grand que ça, quoi. C'était très robuste, l'écart n'était pas si grand que ça. Et c'était très satisfaisant. Bon, maintenant, évidemment, ensuite, on a fait beaucoup de progrès. On utilise des systèmes électroniques, en fait, donc les performances sont bien supérieures. Mais l'histoire, en fait, est assez intéressante, c'est-à-dire qu'il y a ça avance d'un point de vue théorique, ensuite ça aussi avance d'un point de vue ingénieur, et il y a fait des croisements, c'est assez fructueux du point de vue des interactions entre ingénieurs et mathématiciens, en fait. Oui, une question peut-être un peu éloignée de la façon dont vous avez traité le problème. Il me semble justement que trouver un bon contrôle pour les systèmes comme le double pendu, c'est compliqué, mais qu'on peut quand même trouver des stabilisations par apprentissage.
Ah oui, ça existe effectivement. Ça se développe. Il y a donc l'intelligence artificielle aussi travaille là-dessus. Il y a aussi, même par exemple pour apprendre la marche, en fait, un robot, en fait, ça se développe, mais bon, à mon avis, ça ne donne pas des résultats aussi bons que ce qu'on sait faire actuellement avec un modèle et des méthodes connues. Mais bon, ça évoluera peut-être. Je voulais savoir justement s'il y avait une interaction envisageable entre un point de vue très rigoureux de démonstration mathématique, de stabilité et contrôle, et espérer que certaines méthodes d'apprentissage soient... bon, justement, le pendule inversé, il y a des expériences en fait d'apprentissage aussi. Ça existe. Je pense que c'est intéressant de continuer aussi dans ce domaine-là. Maintenant, bon, c'est sûr qu'il y a des cas, je sais pas, des systèmes, par exemple des centrales nucléaires, il ne faudrait pas faire ça avec l'apprentissage. C'est seulement à la millième que ça marche. Donc, tout dépend un peu de la problématique, quoi, en fait. Hein. Oui. L'apprentissage, ça nécessite finalement d'avoir beaucoup de données, de pouvoir faire beaucoup d'expériences. Par exemple, quand on envoie une fusée, on ne peut pas se permettre de faire beaucoup d'expériences, quoi. C'est un peu ruineux. Et une question plus technique, peut-être. Vous avez parlé de la condition S de θ de Sussman. Oui. Par contre, en termes d'interprétation, je n'ai pas bien vu. L'interprétation, en fait, si vous voulez, c'est... Il y a ce qu'on appelle les bons crochets. Vous voyez, on a réussi à se déplacer, quand il n'y avait pas de dérive, on a réussi à se déplacer dans la direction du crochet de F1 et de F2. Maintenant, vous pouvez faire un espèce de tableau. Vous mettez tous les crochets et il y a des bons et des mauvais, en fait. Les bons, c'est ceux dans lesquels on sait se déplacer. Et d'une certaine façon, il faut arriver à compenser les mauvais par des bons. C'est ça qui est derrière cette condition-là. Mais évidemment, la situation est très compliquée parce que c'est pas comme dans le jugement dernier, en fait, où on voit les bons à gauche et les mauvais à droite ou le contraire, je ne sais pas. Et en fait, là, il y a des crochets, on ne sait pas trop s'ils sont bons ou mauvais, quoi, en fait. Donc, il y a encore du travail à faire là-dessus, en fait. D'accord, merci.